Écoutez attentivement. L'histoire de Sora prouve que Dieu peut dresser une table pour toi devant tes ennemis, mais que ta propre famille va s'asseoir dessus pour tout manger sans même te laisser les os. À 23 ans, Sora gérait son petit salon au quartier. Son espace n'était pas plus grand qu'un call-box, avec un miroir usé et une vieille chaise qui grinçait. Mais la petite là, elle avait le feu dans les doigts. Elle ne tressait pas les cheveux, elle faisait de la chirurgie esthétique sans bistouri sur le crâne des gens. Quand tu sortais de chez elle, même ton propre mari ne te reconnaissait plus. Il croyait qu'il avait épousé une Miss Monde par erreur. Mais au quartier, quand tu as des mains d'or, ta famille développe des dents de loup. Sa mère, c'était la douane en personne. Elle ne disait pas bonjour, elle disait transfert. Chaque soir, elle était là pour percevoir l'impôt. Sora, ta sœur veut lancer son commerce de mèche maintenant. Tu es la seule qui peut payer. Sora, ton frère doit s'inscrire au concours. Tu veux qu'il rate sa vie ou quoi? Sora travaillait tellement que ses propres empreintes digitales commençaient à s'effacer, se contentant d'un sachet de beignets bouillis de 100 francs, pendant que sa famille dressait déjà la liste des dépenses avec l'argent qu'elle n'avait pas encore gagné. Le soir, quand le salon se vidait enfin, elle restait seule devant son miroir usé. Elle regardait ses doigts abîmés par les tresses et les produits, puis poussait un long soupir. Parfois, Sora se demandait si sa vie allait se résumer à travailler jusqu'à l'épuisement, pendant que tout le monde autour d'elle tendait simplement la main. Mais ce que sa propre famille allait faire, personne ne pouvait le prévoir. Mais son talent a fini par forcer les portes. Un homme influent, frappé par son talent sur la tête de sa fille, lui a ouvert les portes de l'Europe. Un talent comme le tien ne doit pas mourir au quartier. Si tu es sérieuse, je peux t'envoyer travailler en Europe. Moi, en Europe? Oui, travaille dur et change ta vie. Merci, monsieur. Je ne vais pas vous décevoir. La nuit avant son départ, Sora n'a presque pas dormi. Elle regardait le plafond en se demandant si sa vie allait enfin changer. Quelques jours plus tard, Sora était partie avec une seule valise qui se fermait grâce à la force du Saint-Esprit et une paire de chaussures qui demandaient pardon à chaque pas. Mais l'Europe, ce n'était pas le paradis des photos Instagram. Au début, Sora a connu le froid qui te mord les os et le mépris de ceux qui ne voyaient en elle qu'une immigrée de plus. Là-bas, personne ne connaissait son nom, personne ne l'attendait. Elle travaillait dans des salons clandestins jusqu'à 2 heures du matin, les doigts gelés par le froid, enchaînant les tresses sans s'arrêter pour ne pas perdre sa place. Pendant que sa famille dormait dans le confort au pays, elle vivait dans une chambre minuscule, mangeait parfois une seule fois par jour et se nourrissait de pain sec pour pouvoir envoyer le premier virement. Plusieurs fois, elle a pleuré seule dans le silence de sa chambre, mais chaque fois qu'elle regardait les photos de sa famille, elle se relevait pour continuer. Tcha! 5 ans plus tard, la petite tresseuse du callbox est devenue une icône. Sur Facebook, ses photos brillaient comme jamais, portant des vêtements dont on ne peut même pas prononcer le nom sans se tordre la langue. Les plus grandes stars faisaient désormais la queue pour passer entre ses mains d'or, peu importe le prix. Mais au pays, les vampires ont juste aiguisé leurs dents. Le vice avait pris des ailes. Maman Sally ne marchait plus. Elle flottait dans les pagnes de luxe. « Ma fille a réussi, mes sœurs !» criait-elle au marché. Elle gère l'Europe comme son salon. Sora, le cœur blanc comme le lait, envoyait l'argent comme si elle imprimait les billets sous son lit. Elle a construit la villa, payé les études des petits et même financé le mariage d'un cousin qui ne la saluait jamais quand elle marchait pieds nus. Sauf que l'argent a transformé sa famille en un syndicat de sangsues professionnels. Il ne voyait plus Sora, il voyait un distributeur automatique sans code PIN. Son téléphone vibrait plus qu'un groupe électrogène gâté. « Sora, ta sœur a mal aux cheveux, il faut 500 €. Sora, ton oncle a rêvé que le toit va tomber, envoie 1 million. » Les demandes étaient devenues tellement absurdes que Sora se demandait si ses parents n'utilisaient pas ses billets pour allumer le feu de cuisine. Mais le pire, c'était le ton. Si le virement tardait de 2 minutes, le téléphone crachait du venin. « Ah, le succès t'a déjà rendue orgueilleuse? Tu oublies que c'est nous qui avons prié pour ton visa. Si l'argent n'entre pas avant midi, on retire nos bénédictions. » Épuisée par ce chantage émotionnel en haut débit, Sora a décidé de faire un test. Un test que personne n'oubliera jamais. Sans dire un mot, elle a pris son billet et a débarqué à l'aéroport avec une seule petite valise, la même que celle de son départ 5 ans plus tôt. La lionne est revenue dans la forêt, mais elle a caché ses griffes pour voir qui allait vraiment l'accueillir quand elle n'aurait plus rien à offrir. Et c'est là, mes amis, que le vrai film commence. Quand le taxi de Sora s'est garé devant la villa qu'elle avait elle-même financée, elle est descendue, sa petite valise à la main. Le portail s'est ouvert à la volée, maman Sally est sortie en courant, les yeux déjà grands ouverts,
s'attendant à voir des cartons de pagne, des parfums de luxe et des liasses de billets. Mais quand son regard s'est posé sur le visage fatigué de Sora et son unique bagage minable, le sourire de la mère s'est évaporé plus vite qu'une goutte d'eau sur un fer à repasser. Pas de « ma fille, tu m'as manqué ». La première phrase était un poignard. Mais maman Sally ne se doutait pas d'une chose. Sora était en train de lui tendre le plus grand piège de sa vie. « Sora, où sont les bagages? Tu as envoyé le reste par conteneur ?» Sora a baissé la tête, feignant la détresse, les larmes aux yeux. « Maman, tout est fini. On m'a dénoncé pour mes papiers. Ils ont tout saisi. L'argent, les voitures. Je suis revenu avec la seule chose qu'ils n'ont pas pu me prendre, ma vie. » Pendant la première semaine, ils ont fait semblant. Ils l'ont installée dans sa chambre, mais l'ambiance était lourde. À table, il posait des questions détournées, espérant qu'elle cachait un compte secret ou des bijoux au fond de sa valise. Maman Sally lui servait encore du riz, mais ses yeux fouillaient les expressions de sa fille, cherchant le mensonge. Ils attendaient le miracle, le moment où elle dirait « C'était une blague, voici vos cadeaux ». Mais l'hypocrisie avait ses limites, et le 8e jour, tout a basculé. Sora décide de porter le coup de grâce à son test. Elle a rassemblé la famille au salon pour leur demander un service. « Maman, j'ai une idée pour nous relancer », a-t-elle dit d'une voix humble. Si vous me prêtez seulement 200 000 francs, je peux acheter du matériel et ouvrir un petit salon ici au quartier. Avec mon talent, en 2 mois, je vous rembourse et on recommence à s'en sortir. Le silence qui a suivi était plus froid que la glace. Sa sœur a éclaté d'un rire moqueur. Son frère a fait mine de ne pas entendre, trop occupé à scroller sur le téléphone de luxe que Sora lui avait offert l'année passée. Maman Sally a coupé court avec une fausse douceur. « Ah, Sora, ma fille, en ce moment c'est compliqué. Les tontines nous coincent et ton frère a ses dossiers. Bref, on verra ça plus tard. » Des fausses promesses pour ne pas sortir un seul franc. Dès qu'ils ont compris qu'elle demandait de l'argent au lieu d'en donner, Sora est devenue un fardeau. On a commencé à fermer les placards de la cuisine à double tour et à ranger les choses dès qu'elle entrait dans la pièce. Les conversations s'arrêtaient net quand elle s'approchait. On ne l'appelait plus vraiment pour s'asseoir avec tout le monde au salon, on la laissait dans son coin. Sa propre sœur, qui portait pourtant ses anciens cadeaux, a commencé à verrouiller son armoire et à déplacer ses affaires pour que Sora ne les touche plus, prétextant qu'elle devait ranger sa chambre. Le soir même, Sora a dû se contenter d'un bol de gari sans sucre, mangé dans l'obscurité de sa chambre car l'électricité coûte cher pour ceux qui ne ramènent rien. Sora était allongée sur le lit, les yeux fixés sur le plafond noir. Ce n'était plus un jeu, plus un simple test. La réalité était en train de la broyer de l'intérieur. C'est alors que des voix ont traversé la fine cloison de la maison. Dans la cuisine, le syndicat des sangsues tenait son conseil nocturne. Sora, la main tremblante, a sorti son téléphone de sous son oreiller et a activé l'enregistreur. La voix de sa mère a résonné dénuée de la moindre humanité. « Je vous dis que cette fille est devenue un fardeau. Elle est revenue ici avec sa poince pour gâcher tout ce qu'on a construit. Si d'ici la fin de la semaine elle ne trouve pas une place au marché pour tresser et payer sa nourriture, je jette sa valise à la barrière. » Sa sœur a enchaîné, le ton moqueur et méprisant. « En tout cas, moi, elle ne me demande plus un seul franc. Qu'elle reste dans son coin, elle n'a qu'à retourner au village. » Et la mère de conclure, avec un calme glacial qui a de briser Sora. « Pour moi, elle n'est plus ma fille. C'est juste une étrangère qui a échoué. On ne va pas vider nos réserves de riz pour une ratée. » Dans le noir, Sora encaissa chaque mot en silence. Les larmes coulèrent, mais la vérité était là. Pendant 5 ans, ils n'avaient pas aimé l'enfant. Ils avaient juste aimé les virements bancaires. Elle a essuyé ses larmes d'un geste sec. Le test était fini. Le lendemain matin, la famille était réunie au salon autour de la table. Sora est descendue, habillée simplement, sa valise à la main. Elle s'est approchée, a posé son téléphone au milieu des assiettes et a appuyé sur play. La voix de sa mère a résonné dans la pièce. « Si elle n'a plus de billets, ce n'est plus ma fille. C'est juste une étrangère qui a échoué. » Le silence s'est installé instantanément. Le frère a baissé la tête, la sœur a lâché sa fourchette et maman Sally a senti sa gorge se nouer. Le piège venait de se refermer. Le frère a essayé de sauver sa peau, les lèvres tremblantes. « Grande sœur, c'est un montage. L'intelligence artificielle a gâté le monde, ce n'est pas la voix de la mater. » Maman Sally s'est jetée à genoux. « Sora, ma fille chérie, c'était le diable. Le diable est entré dans notre cuisine la nuit dernière pour nous diviser. Tu connais mon cœur, je t'aime plus que l'argent.
Sora a ramassé son téléphone, l'a glissé dans sa poche et les a regardés d'en haut avec un mépris total. Le diable n'a pas besoin de venir dans cette maison, Mater. Vous faites déjà son travail à temps plein. Sa mère pleurait toujours à genoux. Oh Sora, ma chérie, pardonne-moi. Je suis tellement désolée. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'aime tant, ma fille. Son frère évitait son regard. Même sa sœur gardait les yeux baissés, incapable de parler. Vous pensiez que j'étais revenue parce que j'avais tout perdu? Non. Je voulais seulement voir si vous pouviez encore m'aimer quand je n'avais plus rien à vous donner. Sa gorge s'est serrée un instant, mais elle a continué. J'ai passé 5 ans à souffrir en Europe pour vous construire cette vie. Vous m'avez fait comprendre que dans cette maison, ma valeur dépendait seulement de mon argent. Maman Sally a tenté de lui attraper le bras, les larmes aux yeux. Sora, s'il te plaît, c'est ta famille. Sora a doucement retiré son bras. Une famille ne traite pas les siens comme un compte bancaire. Elle regarda une dernière fois le salon, la villa, les meubles qu'elle avait payés de ses propres sacrifices. Gardez cette villa. Mais sans mon virement mensuel, vous allez vite comprendre que les murs ne se mangent pas. Les factures arrivent demain. Bonne chance pour les payer. Sora a tourné les talons, a traversé la cour et a passé le portail sans un cri. Elle est montée dans le taxi qui l'attendait pour l'aéroport. Dans l'avion, Sora a regardé le ciel par le hublot. Son cœur était lourd, mais son esprit était enfin libre. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de respirer. La morale de cette histoire est simple. Ne vous videz pas pour remplir des gens qui ne vous aiment que lorsque vos mains sont pleines. Apprenez à reconnaître ceux qui vous aiment sincèrement et ceux qui aiment seulement ce que vous pouvez leur apporter. Et dites-moi sincèrement, avez-vous déjà vécu une situation où les personnes que vous aimiez semblaient surtout aimer ce que vous pouviez leur apporter? Partagez votre histoire en commentaire, je vous lirai avec attention. Et si cette histoire vous a touché, laissez un cœur pour soutenir la chaîne.